Un claquement sec, comme un coup de fouet, déchira le silence feutré de la cabine de première classe. Les têtes se tournèrent, les regards se figèrent, et un murmure choqué parcourut l'espace luxueux. Amélie Dubois, une femme élégante au teint d'ébène, sentit une brûlure cuisante sur sa joue gauche. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc, tandis que Claire Lefèvre, l'hôtesse de l'air blonde aux lèvres pincées, la toisait avec un rictus méprisant. « Votre genre n'a rien à faire ici », lâcha Claire, sa voix dégoulinant de dédain, assez fort pour que chaque passager dans la cabine entende. Amélie, immobile, sentit une vague de chaleur monter en elle, un mélange de douleur physique, d'humiliation et d'une colère contenue qu'elle avait appris à maîtriser au fil des années. Elle porta une main tremblante à sa joue, puis à son pendentif en diamant, un bijou discret contenant une photo de sa mère, récemment disparue. Ce n'était pas seulement une agression personnelle, c'était un affront à tout ce qu'elle représentait, à tout ce pourquoi elle s'était battue. Mais Amélie n'était pas une simple passagère. Elle était la nouvelle propriétaire d'Aile d'Azur, la compagnie aérienne de ce vol, et cette gifle allait déclencher une tempête qui changerait à jamais l'industrie. Dans un souffle, elle murmura à elle-même « Maman, tu m'as appris à ne jamais me taire. » Puis, sans un mot de plus, elle saisit son téléphone, ignorant les règles de bord, pour passer un appel qui allait tout bouleverser. Amélie Dubois n'avait jamais oublié d'où elle venait. Les rues pavées et fissurées du quartier populaire de Belleville, à Paris, avaient été son terrain de jeu d'enfance. Là, sa mère, Élise Dubois, une infirmière célibataire d'origine sénégalaise, s'épuisait à jongler entre deux emplois pour offrir à sa fille une vie meilleure. Les nuits où Élise rentrait tard, les cheveux défaits et les yeux cernés, elle trouvait toujours le temps de s'asseoir avec Amélie, de lui raconter des histoires de courage et de persévérance, et de lui répéter « La dignité, ma chérie, ce n'est pas ce que tu possèdes, mais ce que tu fais quand personne ne te regarde. » Ces leçons avaient forgé Amélie, bien plus que sa fortune actuelle de 4 milliards d'euros. À 38 ans, elle était la fondatrice et PDG de Lumière Tech, une entreprise technologique qu'elle avait bâtie à partir d'un petit projet de codage dans son minuscule appartement du 20e arrondissement. Son logiciel révolutionnaire de cybersécurité avait redéfini la protection des données dans le monde entier, de la finance à la santé. Pourtant, malgré son succès, Amélie restait discrète. Pas de château en Provence, pas de soirée fastueuse sur la Côte d'Azur. Elle vivait confortablement dans un appartement haussmannien à Paris, élégant mais sans ostentation, et peu de gens hors du milieu technologique pouvaient reconnaître son visage. La véritable grandeur, disait-elle à son équipe dirigeante, se mesure à l'impact qu'on laisse, pas aux apparences qu'on affiche. Trois jours plus tôt, Amélie avait finalisé l'acquisition d'Aile d'Azur, une compagnie aérienne française de taille moyenne, connue pour son réseau robuste mais critiquée pour son service client en déclin. Le contrat, d'une valeur de 12 milliards d'euros, avait été conclu dans la plus grande discrétion, l'annonce publique étant prévue pour le mois suivant, après qu'Amélie aurait évalué les opérations internes. Les employés, y compris les pilotes et les hôtesses, ignoraient tout de ce changement de propriétaire. Amélie avait une méthode bien à elle pour découvrir la réalité des entreprises qu'elle acquérait. Elle se faisait passer pour une cliente ordinaire, une pratique qu'elle appelait en plaisantant « patronne incognito ». Cela lui permettait de voir le fonctionnement brut, sans filtre, des services. Elle avait appris plus sur la culture d'entreprise en observant les interactions authentiques qu'en lisant des rapports bien ficelés. Mais ce vol n'était pas seulement une mission professionnelle. Élise Dubois, la femme qui avait tout sacrifié pour sa fille, avait perdu son combat contre un cancer du pancréas fulgurant 5 jours plus tôt. Amélie se rendait à Paris pour les funérailles, le cœur lourd de chagrin. Elle avait passé la nuit précédente à travailler sans relâche sur les détails de l'acquisition, cherchant à noyer sa douleur dans l'action. Épuisée, elle n'avait pas pris le temps de se changer et portait un simple jean noir et un chemisier bleu marine, loin des tailleurs Chanel qu'elle arborait en réunion. Le seul signe de luxe était le pendentif en diamant, un cadeau d'Élise pour ses 30 ans, gravé de ces mots « Tu iras loin, ma petite étoile, mais n'oublie jamais de m'emmener avec toi ». Tout au long de sa carrière,
De prodige du codage à PDG respecté, Amélie avait affronté d'innombrables discriminations. Des investisseurs qui ignoraient ses présentations pour s'adresser à ses collègues masculins blancs, des vigiles qui la suivaient dans les boutiques de luxe de l'avenue Montaigne, des réceptionnistes d'hôtels parisiens qui doutaient qu'elle soit vraiment cliente. À chaque fois, elle se remémorait les conseils de sa mère. Le succès est la meilleure revanche, mais la bienveillance préserve ton âme. Cette philosophie guidait son style de leadership. Lumière Tech était reconnue pour sa culture inclusive, avec des politiques strictes contre toute forme de discrimination. Lorsqu'elle avait vu l'opportunité d'acquérir Aile d'Azur, Amélie y avait perçu une chance de transformer une industrie où le racisme et les préjugés prospéraient souvent sans être remis en question. L'acquisition avait été finalisée à 3 heures du matin, ce jour-là, faisant d'Amélie la propriétaire officielle de l'avion qu'elle empruntait, un secret que l'équipage ignorait totalement. Son assistant exécutif, Léon Marchand, un homme vif et loyal d'une trentaine d'années, avait réservé son billet sous des procédures standards, à la demande d'Amélie, qui avait insisté. « Pas de traitement spécial. Je veux voir ce que vivent nos clients, surtout ceux qui nous ressemblent. » En s'installant dans son siège 2A en première classe, Amélie sentit le poids de l'épuisement et du deuil l'envahir. Elle voulait un vol tranquille, un moment pour rassembler ses pensées avant les funérailles. Elle ne s'attendait pas à ce que ce trajet devienne un tournant, non seulement pour elle, mais pour toute une industrie. En regardant par le hublot, elle toucha doucement le pendentif, murmurant « Je te rends fière, maman, n'est-ce pas? » Elle n'imaginait pas à quel point les leçons d'Élise sur la dignité et la résistance allaient bientôt être mises à l'épreuve. Dès qu'Amélie avait posé le pied dans la cabine de première classe, elle avait senti les regards pesants. Les yeux fatigués des autres passagers l'avaient suivie tandis qu'elle avançait dans l'allée, son jean et son chemisier contrastant avec les costumes sur mesure et les sacs Hermès. Un couple âgé, vêtu de cachemire et de bijoux discrets, avait ostensiblement rapproché leurs bagages lorsqu'elle était passée, comme pour protéger leurs possessions. Claire Lefebvre, l'hôtesse de l'air, une femme blonde d'une quarantaine d'années au sourire artificiel, accueillait les passagers avec une chaleur calculée. Mais lorsqu'Amélie s'était approchée, ce sourire s'était évanoui. « L'embarquement en classe économique est à l'arrière », avait dit Claire sans même vérifier son billet. « Je suis en première classe, siège 2A », avait répondu Amélie, présentant son boarding pass avec calme. Les yeux de Claire s'étaient plissés, ses lèvres pincées en une ligne fine. « Très bien », avait-elle marmonné, la voix dénuée de toute amabilité, avant de se détourner. Amélie s'était installée près du hublot, observant Claire multiplier les attentions pour un autre passager, Pierre Moreau, un homme d'affaires d'une cinquantaine d'années, au costume impeccablement taillé et à la montre Patek Philippe scintillant au poignet. « Monsieur Moreau, quel plaisir de vous revoir. Votre champagne habituel, un Krug ?» avait roucoulé Claire, son sourire éclatant. Pierre avait accepté la flûte avec une aisance arrogante, comme si ce traitement était son dû. Amélie, elle, n'avait reçu aucun service. Lorsque Claire passa avec un plateau de boissons pour les autres passagers de première classe, elle ignora ostensiblement son siège. Amélie leva la main poliment. « Excusez-moi, puis-je avoir un verre d'eau, s'il vous plaît ?» Claire s'arrêta, son sourire se crispant. « Nous servirons après le décollage, » répondit-elle sèchement. « Mais tout le monde a été servi, » fit remarquer Amélie, sa voix douce mais ferme. « Je m'occuperai de vous quand je pourrai, » rétorqua Claire avant de s'éloigner. L'avion décolla et Amélie ferma les yeux, essayant de se concentrer sur les préparatifs des funérailles de sa mère. Elle n'avait pas dormi depuis près de 30 heures, le chagrin et le travail formant un brouillard épais dans son esprit. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, 20 minutes plus tard, le service de boissons touchait à sa fin. Claire avait servi tous les passagers autour d'elle, sans même l'effleurer d'un regard. « Excusez-moi », appela Amélie alors que Claire passait à nouveau. « Je n'ai toujours pas été servie. »« Vous dormiez, » répondit l'hôtesse avec froideur. « J'aimerais tout de même un verre d'eau, s'il vous plaît, » insista Amélie, sa patience intacte. À contre-cœur, Claire versa de l'eau dans un gobelet en plastique, contrairement aux verres en cristal offerts aux autres, et le posa brutalement sur la tablette d'Amélie, renversant quelques gouttes sur son jean. « Oups !»
lâcha Claire sans une once de regret. Amélie prit une profonde inspiration, essuyant son jean avec une serviette en papier. Les mots de sa mère résonnaient dans sa tête. « Choisis tes batailles avec soin, ma chérie. » Autour d'elle, les autres passagers recevaient des serviettes chaudes, des coussins, des couvertures. Pierre Moreau, de l'autre côté de l'allée, se vit proposer un choix de magazines, Le Figaro, Paris Match et un supplément de champagne. Lorsque Amélie remarqua un courant d'air frais dans la cabine, elle pressa le bouton d'appel. 5 minutes passèrent, puis 10, 15. Claire passa plusieurs fois, servant d'autres passagers, ignorant ostensiblement le voyant lumineux au-dessus du siège d'Amélie. Finalement, celle-ci se leva et s'approcha calmement du galet, où Claire discutait avec une collègue. « Excusez-moi, j'ai appuyé sur le bouton d'appel, mais je n'ai reçu aucune assistance. Pourrais-je avoir une couverture, s'il vous plaît? Il fait assez froid. » Claire se retourna, bras croisés. Les couvertures et coussins sont réservés aux véritables passagers de première classe. Nos stocks sont limités. Amélie Silla, déconcertée. « Je suis une passagère de première classe. Siège 2A. » Claire haussa un sourcil, sa voix prenant un ton venimeux. « Et comment avez-vous obtenu ce siège, exactement? »« J'ai acheté un billet, comme tout le monde, » répondit Amélie, son ton égal. « Vraiment? » rétorqua Claire, son scepticisme lourd. « Et je suis sûre qu'il n'y a rien d'anormal dans cette réservation. » Amélie sentit sa patience s'effilocher, mais elle resta composée. « Je demande simplement le même service que les autres passagers de cette cabine. C'est tout. »« Écoutez, » dit Claire, baissant la voix et se penchant vers elle. « Nous savons toutes les deux que vous n'êtes pas à votre place en première classe. Je ne sais pas comment vous avez eu ce siège, mais je ne vais pas offrir un service premium à quelqu'un qui n'est clairement pas un client premium. » Les mots étaient comme un coup de poignard, mais Amélie les avait entendus sous d'autres formes tout au long de sa vie. Elle sortit à nouveau son boarding pass. « Mon billet me donne droit à tous les avantages de la première classe. J'aimerais parler à votre supérieur, s'il vous plaît. » Le visage de Claire s'empourpra. « Vous me menacez? »« Pas du tout, » répondit Amélie. « Je demande simplement à discuter avec un supérieur du manque de service que je subis. » Les murmures des autres passagers s'intensifièrent. Pierre Moreau esquissa un sourire narquois depuis son siège. Un couple âgé chuchotait derrière leurs mains. « Retournez à votre siège, immédiatement, » ordonna Claire. « Je le ferai après que vous m'aurez fourni une couverture ou permis de parler à un supérieur, » répondit Amélie, toujours calme. « Vous, les gens comme vous pensez toujours que vous méritez un traitement spécial, » siffla Claire, sa voix chargée de venin. « Les gens comme moi ?» répéta Amélie, son ton mesuré masquant à peine sa colère. « Je vais appeler le commandant pour vous faire descendre à l'escale suivante, » menaça Claire, saisissant le téléphone de la cabine. Amélie tendit à nouveau son boarding pass. « Regardez simplement mon billet. Je suis au bon siège et j'ai droit au même service que les autres. » C'est alors que l'incident éclata. Dans un mouvement rapide, la main de Claire s'éleva et frappa la joue d'Amélie avec une force qui fit basculer sa tête sur le côté. Le bruit de la gifle résonna dans la cabine, suivi d'un silence assourdissant. « Votre genre n'a rien à faire ici, » répéta Claire, assez fort pour que tous entendent. Les larmes montèrent aux yeux d'Amélie, non pas de douleur, mais d'une humiliation brute. À cet instant, elle n'était pas une PDG milliardaire, ni la propriétaire de la compagnie. Elle était une femme noire, une fois de plus rabaissée, jugée indigne. La voix du commandant, Antoine Laurent, grésilla dans l'interphone. « Ici votre commandant. Nous avons été informés d'une situation en cabine. Nous retournons à la porte pour régler ce problème. Veuillez préparer la cabine pour l'arrivée. » Amélie regagna son siège, sentant les regards peser sur elle. Sa main toucha sa joue endolorie, puis le pendentif. Elle sortit son téléphone, ignorant les règles, et composa le numéro de Léon. Les murmures autour d'elle s'amplifièrent, certains passagers semblant satisfaits, d'autres choqués. Une voix douce brisa le silence. « Vous allez bien ?» demanda une jeune femme assise derrière, une Française d'origine vietnamienne nommée Sophie Nguyen,
qui tendit un mouchoir. « Je m'appelle Sophie. Ce que cette femme a fait est inacceptable. »« Merci, » murmura Amélie, acceptant le mouchoir. De l'autre côté de l'allée, Pierre Moreau ricana. « Vous auriez dû connaître votre place, » marmonna-t-il, assez fort pour qu'elle l'entende. Claire revint dans la cabine, triomphante. « La sécurité vous escortera hors de l'avion à l'arrivée, » annonça-t-elle à Amélie. « Agression sur une hôtesse est un délit fédéral. »« Agression ?» répéta Amélie, incrédule. « C'est vous qui m'avez frappé. »« Ce n'est pas ce que je signalerai, » répondit Claire avec un sourire narquois. « Et qui pensez-vous qu'ils croiront ?» L'interphone crépita à nouveau. « Mesdames et messieurs, nous retournons à la porte en raison d'un incident. Restez assis et attachés. » Amélie, son téléphone à l'oreille, parla rapidement lorsque Léon décrocha. « Léon, il y a eu un incident. Une hôtesse m'a agressé physiquement. Ils retournent à la porte pour me faire descendre. » Claire, furieuse d'être ignorée, tendit la main vers le téléphone. « Donnez-moi ça tout de suite. » Contacte immédiatement François Lefebvre, le directeur régional d'Aile d'Azur, continua Amélie, impassible. Dis-lui qu'Amélie Dubois exige sa présence immédiate à l'arrivée. Le nom sembla frapper Claire, un éclair de doute passant dans ses yeux, mais elle ne dit rien. Oui, et j'appelle aussi notre équipe juridique, ajouta Amélie à l'intention de Claire, bien que s'adressant à Léon. Préparez une plainte pour agression et discrimination. L'avion entama sa descente vers la porte. Par le hublot, Amélie aperçut des véhicules de sécurité aux gyrophares clignotants. Claire, les voyant, sourit avec assurance. « Votre appel ne vous sauvera pas. La sécurité sait gérer les passagers perturbateurs. » Mais Sophie, toujours derrière, montra discrètement son téléphone à Amélie. Sur l'écran, une vidéo enregistrait tout. La gifle, les propos racistes de Claire. Sophie hocha la tête, rassurante. Lorsque l'avion s'arrêta, le commandant Laurent sortit du cockpit, un homme grand au visage sévère. Il échangea quelques mots avec Claire, qui pointa Amélie du doigt. « Madame, restez assise pendant que nous réglons cela, » dit-il à Amélie, son ton froid mais professionnel. La porte s'ouvrit, et François Lefebvre, un homme d'âge mûr en costume impeccable, monta à bord, suivi de 2 agents de sécurité. Ses yeux balayèrent la cabine avant de se poser sur Amélie. « Mademoiselle Dubois, » dit-il, la voix tendue d'anxiété. « Je suis venu dès que j'ai été informé. » Claire, confuse, les regarda tour à tour. « Vous connaissez cette femme ?» François ignora la question, s'adressant directement à Amélie. « Mademoiselle Dubois, je suis profondément choqué par cet incident. Souhaitez-vous en discuter en privé ?»« Non, François, » répondit Amélie, sa voix claire. « Puisque cette humiliation s'est déroulée en public, nous la réglerons en public. » Claire intervint, s'adressant à François. « Monsieur Lefebvre, cette passagère est perturbatrice et agressive. Elle doit être évacuée immédiatement. » François se tourna vers elle, son expression mêlant horreur et incrédulité. « Mademoiselle Lefebvre, savez-vous qui est cette passagère ?»« Je me fiche qu'elle soit la reine d'Angleterre !» s'exclama Claire. « Elle n'a rien à faire en première classe. » Un silence pesant s'abattit. Le commandant Laurent recula légèrement, sentant que quelque chose lui échappait. « Claire, » dit François, sa voix tremblante, « vous venez d'agresser physiquement Amélie Dubois, PDG de Lumière Tech et, depuis ce matin, propriétaire d'Aile d'Azur. » Le visage de Claire se vida de toute couleur. « C'est exact, » ajouta Amélie, se levant. « Je possède cet avion, je possède cette compagnie, et vous venez de me montrer pourquoi cette acquisition était nécessaire. » Un hoquet collectif parcourut la cabine. Pierre Moreau manqua de s'étouffer avec son champagne. « Je ne savais pas, » balbutia Claire. « Vous ne saviez pas ?» répéta Amélie. « Vous m'avez frappé parce que je ne correspondais pas à votre idée de ce qu'une passagère de première classe devrait être. Vous m'avez jugé sur mon apparence, pas sur mon droit à être ici. » Sophie se leva. « J'ai tout filmé, mademoiselle Dubois, y compris les propos discriminatoires et l'agression. » François sembla sur le point de s'évanouir. « Mademoiselle Lefebvre, prenez vos affaires personnelles et quittez l'avion immédiatement. Votre contrat avec Aile d'Azur est terminé. »
Vous ne pouvez pas faire ça, protesta Claire paniquée. Oh, si, je le peux, corrigea Amélie. Mais plus important encore, je dois être à Paris aujourd'hui. Les funérailles de ma mère ont lieu demain, et je n'ai pas de temps pour ces absurdités. Le silence s'installa, même Pierre Moreau baissa les yeux, honteux. Tandis que la sécurité escortait une Claire abasourdie hors de l'avion, Amélie retourna à son siège, sa main trouvant le pendentif. Elle pouvait presque entendre la voix d'Élise. Parfois, ma chérie, la justice arrive quand on s'y attend le moins. Le soleil perçait à peine à travers les lourds rideaux de velours de la salle de conférence de l'Hôtel Méridien à Paris, mais la pièce était déjà envahie par une foule de journalistes, leurs caméras braquées comme des projecteurs sur une scène de théâtre. Amélie Dubois, vêtue d'un tailleur bleu nuit impeccable, se tenait droite derrière le pupitre, son pendentif en diamant scintillant discrètement à son cou. La marque rouge sur sa joue, vestige de la gifle de Claire Lefebvre, avait disparu sous une touche de maquillage, mais l'écho de l'humiliation résonnait encore dans son esprit. Pourtant, ce n'était pas la douleur personnelle qui la poussait à prendre la parole aujourd'hui, mais un feu intérieur alimenté par les leçons de sa mère, Élise, transformer l'injustice en opportunité. « Bonjour à tous », commença-t-elle, sa voix ferme et claire traversant le murmure de la salle. « Je m'appelle Amélie Dubois, PDG de Lumière Tech et nouvelle propriétaire d'Aile d'Azur. Hier, en me rendant à Paris pour les funérailles de ma mère, j'ai été victime d'une agression physique et d'une discrimination raciale flagrante à bord d'un vol de cette compagnie. Ce n'était pas un incident isolé, mais le symptôme d'une culture d'entreprise profondément viciée. Aujourd'hui, je m'engage à changer cela. » Les flashs des appareils photo crépitèrent et un silence attentif s'installa. Amélie savait que ces mots allaient déclencher une tempête, mais elle était prête. Ce qu'elle avait découvert dans les entrailles d'Aile d'Azur depuis l'incident confirmait ses pires soupçons. Le racisme n'était pas une anomalie, mais une politique soigneusement orchestrée. Et elle était déterminée à la démanteler, pièce par pièce. À peine l'avion avait-il redécollé, après l'éviction de Claire, qu'Amélie avait demandé à Léon Marchand, son assistant exécutif et bras droit fidèle, de plonger dans les archives internes d'Aile d'Azur. Léon, un homme mince à l'esprit vif et à l'élégance discrète, typique des jeunes cadres parisiens, avait passé la nuit à éplucher des courriels, des mémos et des rapports confidentiels, aidé par l'équipe d'audit de Lumière Tech. Ce qu'ils avaient trouvé était accablant. Des documents internes révélaient un système de priorisation des passagers, un euphémisme pour des pratiques discriminatoires explicites. Les passagers à la peau foncée, ceux d'origine maghrébine ou asiatique, étaient 7 fois plus susceptibles d'être interrogés sur la validité de leur billet en première classe. Les plaintes pour discrimination, déposées par des clients ou des employés, étaient systématiquement étouffées, classées comme non fondées ou carrément supprimées. Pire encore, un mémo signé par Jacques Renaud, le directeur des ressources humaines d'Aile d'Azur, encourageait les employés à utiliser leur jugement discrétionnaire pour identifier les passagers ne correspondant pas à l'image de marque d'Aile d'Azur. Amélie, en lisant ces lignes dans le bureau improvisé de Léon à l'aéroport, avait senti une colère froide monter en elle. « Ce n'est pas juste une mauvaise pomme comme Claire », avait-elle dit à Léon, ses yeux fixés sur les documents. « C'est un verger entier, cultivé par des gens comme Renaud. » À Paris, après avoir atterri à l'aéroport Charles de Gaulle, Amélie avait retrouvé Léon dans une salle de réunion privée, loin des regards indiscrets. Valencia Washington, sa directrice des opérations et amie de longue date, les avait rejoints, un portfolio en cuir rempli de données à la main. Valencia, une femme d'une trentaine d'années à la prestance naturelle, était l'âme stratégique de Lumière Tech, capable de transformer une intuition en plan d'action en quelques heures. Les plaintes des clients montrent un schéma clair, expliqua-t-elle, étalant des graphiques sur la table. Les passagers noirs sont interrogés sur leur siège à un taux disproportionné. Les passagers d'origine moyenne-orientale sont signalés comme suspects 3 fois plus souvent. Les Asiatiques voient leurs demandes d'assistance ignorées 2 fois plus fréquemment que les autres, et ce n'est que la pointe de l'iceberg.
Elle tourna une page, révélant des captures d'écran de groupes de discussion internes, où des employés, y compris des cadres supérieurs, partageaient des blagues racistes et des instructions codées pour gérer certains profils de passagers. Ils appellent ça l'optimisation de l'expérience client, ajouta Valencia, son ton empreint de dégoût. Mais c'est de la discrimination pure et simple, validée par Jacques Renaud lui-même. Amélie, assise à la table, feuilletait les documents, son visage impassible mais ses doigts serrant le pendentif de sa mère. Ils ont construit un système pour marginaliser des gens comme moi, comme nous, dit-elle enfin. Et ils pensaient que personne ne le remarquerait. Léon, tapant frénétiquement sur son ordinateur, leva les yeux. Il y a plus. Renault a personnellement bloqué des initiatives de diversité proposées par des employés. Nous avons trouvé des courriels où il ordonne de réévaluer les plaintes pour discrimination afin qu'elles disparaissent. Valencia hocha la tête. Et certains employés qui ont dénoncé ces pratiques ont été poussés vers la sortie. Mutation vers des postes moins prestigieux, horaires intenables, licenciements déguisés. Amélie sentit une boule se former dans sa gorge. Elle pensa à sa mère, Élise, qui avait affronté des préjugés similaires lorsqu'elle travaillait comme infirmière, confrontée à des collègues qui doutaient de ses compétences à cause de sa couleur de peau. « Ils ne s'attendaient pas à ce que quelqu'un comme moi rachète leur compagnie », murmura Amélie. « Mais maintenant que je suis là, ils vont apprendre que la justice n'est pas négociable. » Le lendemain matin, alors qu'elle se préparait pour les funérailles de sa mère, Amélie reçut un appel de sa grand-mère, Madame Awa Dubois, une femme de 82 ans au caractère aussi indomptable que celui de sa fille Élise. Awa, ancienne couturière qui avait immigré du Sénégal dans les années 60, vivait dans un petit appartement à Belleville, entourée de souvenirs de son passé. « Ma petite étoile », dit-elle d'une voix chaleureuse mais ferme à travers le téléphone. « Ta mère m'a toujours dit que tu étais destinée à changer le monde. Ce qui t'est arrivé sur cet avion, ce n'est pas juste ton combat. C'est celui de tous ceux qui ont été humiliés, ignorés, rabaissés. Batte-toi, mais batte-toi avec grâce. » Ces mots, prononcés avec l'accent chantant d'Awa, frappèrent Amélie comme une bouffée d'oxygène. Elle promit à sa grand-mère de ne pas se contenter de punir Claire, mais de s'attaquer à la racine du problème. « Élise serait fière de toi », ajouta Awa avant de raccrocher, et Amélie sentit une larme couler sur sa joue, qu'elle essuya rapidement avant de se préparer pour la cérémonie. Les funérailles d'Élise eurent lieu dans une petite église de Belleville, un lieu simple mais chargé d'histoire, où la communauté s'était réunie pour rendre hommage à une femme qui avait touché tant de vies. Amélie, vêtue d'une robe noire sobre, prononça un éloge funèbre poignant, racontant comment Élise lui avait appris à transformer les obstacles en tremplins. « Ma mère croyait en la dignité universelle, » dit-elle, sa voix résonnant dans l'église. « Elle m'a appris que le vrai pouvoir n'est pas dans la richesse ou la reconnaissance, mais dans la capacité à changer ce qui est injuste. Hier, j'ai été victime de ce qu'elle a combattu toute sa vie. Aujourd'hui, je promets de continuer son combat. » À la sortie de l'église, Valencia l'attendait, son téléphone bourdonnant d'alerte. La vidéo de Sophie Nguyen, montrant l'agression de Claire, avait été partagée des millions de fois sur les réseaux sociaux et le hashtag #Justice pour Amélie dominait les tendances en France. Les actions d'Aile d'Azur avaient chuté de 6% en quelques heures et les médias s'emparaient de l'histoire, transformant un incident isolé en un débat national sur le racisme dans l'industrie aérienne. Dans la voiture qui les ramenait vers le centre de Paris, Valencia briefa Amélie sur les développements. « Claire a donné une interview à BFM TV, » dit-elle, montrant une vidéo sur sa tablette. Dans le clip, Claire, vêtue d'un tailleur gris sobre, jouait la carte de la victime. « J'ai suivi les protocoles de sécurité de l'entreprise, » affirma-t-elle, les yeux humides. « Dans le climat actuel, les hôtesses doivent être vigilantes. Je suis punie pour avoir fait mon travail. » Amélie serra les dents. Elle utilise la stratégie d'Arvo, nier, attaquer, inverser les rôles de victime et d'agresseur. Valencia hocha la tête. Mais la vidéo de Sophie est limpide. Elle n'a aucune chance devant un tribunal.
En effet, l'enregistrement de Sophie montrait non seulement la gifle, mais aussi les propos racistes de Claire, sans aucune ambiguïté. Sophie est ici, à Paris, ajouta Valencia. Elle veut te rencontrer. Elle dit qu'elle a déjà été victime de ce genre de traitement et qu'elle a filmé parce qu'elle savait que personne ne la croirait sans preuve. Amélie organisa une rencontre avec Sophie dans un café discret du Marais, un lieu aux murs de pierre et aux tables en bois patiné, où elle pouvait parler sans être dérangée. Sophie, une jeune femme d'une trentaine d'années, graphiste freelance d'origine vietnamienne, expliqua son geste avec simplicité. J'ai grandi en banlieue, à Saint-Denis. On m'a souvent fait sentir que je n'étais pas à ma place, dans les magasins, les restaurants, même dans les transports. Quand j'ai vu ce que Claire vous faisait, j'ai su que je devais agir. Amélie, touchée par sa solidarité, lui serra la main. Votre courage change la donne, Sophie. Merci. Elle promit de protéger son identité et de s'assurer que la vidéo serve à obtenir justice, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui avaient souffert en silence. De retour à l'hôtel, Amélie tint une réunion de crise avec son équipe. François Lefebvre, le directeur régional d'Aile d'Azur, les rejoignit, visiblement nerveux. Mademoiselle Dubois, j'ai lancé une enquête interne immédiate, commença-t-il, mais Amélie l'interrompit. François, je tiens à voir tous les dossiers RH, les plaintes des clients et les communications internes des 5 dernières années, immédiatement. François hésita. C'est une demande complexe, il y a des questions de confidentialité. Je possède cette compagnie, François, coupa Amélie, son ton glacial. Ces dossiers m'appartiennent, faites-les parvenir à Léon d'ici demain soir. François acquiesça, pâle, et quitta la pièce. Pendant ce temps, Léon découvrit une nouvelle piste troublante. Jacques Renaud, le directeur des ressources humaines, avait tenu une réunion secrète avec plusieurs cadres après l'incident, leur ordonnant de nettoyer certaines communications internes et de préparer un discours unifié pour défendre Claire. Ils essaient de limiter les dégâts, expliqua Léon, montrant un courriel intercepté. Renaud sait que l'enquête révélera ses propres implications. Amélie, lisant le message, sentit sa détermination s'aiguiser. Il ne s'agit pas seulement de Claire ou de Renaud, c'est une culture entière qu'il faut déraciner. Pour mieux comprendre l'ampleur du problème, Amélie organisa des réunions avec les employés d'Aile d'Azur à l'aéroport Roissy. Dans une salle de formation, elle rencontra un groupe de stewards et hôtesses, parmi lesquels Julien Leclerc, un jeune homme de 25 ans, steward depuis 3 ans. Julien, hésitant au début, prit la parole. « Madame Dubois, beaucoup d'entre nous étaient mal à l'aise avec les protocoles. On nous demandait de vérifier les billets de certains passagers plus souvent, toujours les mêmes profils. Si on refusait, on était mis à l'écart, moins d'heures, des vols moins prestigieux. » Une autre hôtesse, Aïcha Traoré, ajouta « J'ai signalé un incident il y a 2 ans, quand un collègue a fait des commentaires racistes sur un passager. On m'a dit de ne pas faire d'histoire, ou je risquais mon poste. » Amélie écouta, prenant des notes, son cœur se serrant à chaque témoignage. Ses employés n'étaient pas complices. Ils étaient prisonniers d'un système qui récompensait la conformité et punissait la dissidence. Le soir, dans l'appartement familial de Belleville, Amélie s'assit dans le salon où sa mère avait l'habitude de coudre, entourée de vieux disques de jazz et de photos encadrées. Madame Awa Dubois entra, portant un plateau de thé à la menthe, un rituel sénégalais qu'elle avait toujours maintenu. « Tu te bats pour plus que toi-même, ma petite, » dit Awa, ses yeux brillants de fierté. « Quand j'étais jeune, on me refusait des emplois parce que je venais d'Afrique. Ta mère a dû se battre aussi, maintenant c'est ton tour. Mais souviens-toi, la colère seule ne suffit pas. Construis quelque chose de mieux. » Amélie hocha la tête, émue. « Je veux que cette compagnie devienne un exemple, grand-mère, pas juste pour punir, mais pour montrer qu'on peut faire autrement. » Alors que la nuit tombait, Valencia reçut une alerte. La vidéo de Sophie avait été reprise par les chaînes nationales, et les organisations de défense des droits humains commençaient à appeler à une réforme de l'industrie aérienne. Mais un autre développement inquiétait Amélie. Pierre Moreau, le passager arrogant qui avait ri de son humiliation, avait été vu en réunion avec Jacques Renaud.
Selon les sources de Léon, il discutait d'une possible offre de rachat pour reprendre Hells d'Azur à Amélie, pariant sur le fait qu'elle abandonnerait face à la controverse. « Il me sous-estime », dit Amélie, un sourire déterminé aux lèvres. « Il pense que je vais fuir, mais je suis ici pour rester, et je vais transformer cette compagnie, qu'il le veuille ou non. » L'aéroport Charles de Gaulle vibrait d'une énergie fébrile. Ses halls de verre et d'acier baignaient dans la lumière dorée d'un matin parisien. Dans le Terminal 5, récemment rénové, une foule s'était rassemblée pour un événement qui allait marquer l'histoire de l'aviation française. Derrière un podium orné d'un logo épuré, une ligne d'horizon formant un chemin infini, Amélie Dubois se tenait droite, son tailleur bleu marine reflétant l'élégance sobre des grandes figures parisiennes. Le pendentif en diamant contenant la photo de sa mère, Élise, brillait doucement à son cou, un rappel constant de la force qui l'avait guidé jusqu'ici. « Mesdames et messieurs », commença-t-elle, sa voix résonnant avec une autorité calme dans l'amphithéâtre bondé, « aujourd'hui, nous ne lançons pas seulement une nouvelle marque. Nous célébrons une transformation fondamentale. Hells d'Azur est mort. Bienvenue à ciel égal. Une compagnie aérienne bâtie sur un principe simple. Chaque passager mérite dignité, respect et un service exceptionnel, non pas en fonction de son apparence ou de ses origines, mais simplement parce qu'il a choisi de voler avec nous. » Les applaudissements éclatèrent, un mélange de journalistes, d'employés et de dignitaires de l'industrie, tous captivés par la vision audacieuse d'Amélie. Ce qui avait commencé par une gifle humiliante dans une cabine de première classe s'était transformé en un mouvement qui redéfinissait une industrie entière. À ses côtés se tenait Valencia Washington, désormais présidente de Ciel Égal, Sophie Nguyen, responsable de l'expérience client, et Shannon Williams, la nouvelle directrice de la formation des équipages. Ensemble, elles incarnaient l'avenir d'une entreprise qui avait choisi l'inclusion comme boussole. Le chemin jusqu'à ce moment avait été semé d'embûches. Après avoir révélé l'étendue des pratiques discriminatoires d'Hells d'Azur lors de sa conférence de presse, Amélie avait affronté une résistance farouche. Jacques Renaud, l'ancien directeur des ressources humaines, avait tenté de mobiliser des cadres intermédiaires pour saboter ces réformes, utilisant un langage codé sur la préservation de l'image de marque pour maintenir les vieilles pratiques. Mais la vidéo de Sophie Nguyen, devenue virale, avait retourné l'opinion publique contre lui. Les réseaux sociaux, les plateaux de télévision et même les cafés parisiens bruissaient de débats sur le racisme systémique dans l'industrie aérienne. Les actions d'Hells d'Azur avaient plongé de 12% en une semaine, et des partenaires commerciaux avaient commencé à se distancier, craignant d'être associés à la controverse. Pourtant, Amélie n'avait pas cédé. Avec l'aide de Léon Marchand, son assistant exécutif, et de Valencia, elle avait accéléré la transformation de l'entreprise, déterminée à faire d'Hells d'Azur un modèle d'équité plutôt qu'un symbole de honte. Dans les semaines qui suivirent la conférence de presse, Amélie avait pris des mesures décisives. Jacques Renaud et plusieurs cadres impliqués dans les pratiques discriminatoires avaient été licenciés, leurs indemnités de départ conditionnées à une coopération totale avec l'enquête interne. Une commission indépendante, dirigée par Sophie Nguyen, avait été créée pour examiner les plaintes passées et actuelles, offrant des réparations aux victimes de discrimination. Un programme de formation obligatoire contre les préjugés, conçu avec des experts en droits humains, avait été déployé pour tous les employés, des bagagistes aux pilotes. Mais le changement le plus audacieux fut la décision de rebaptiser la compagnie. Hells d'Azur portait le poids d'un passé toxique, expliqua Amélie lors d'une réunion avec le conseil d'administration. Ciel Égal représente notre engagement envers un avenir où chaque passager est traité avec la même dignité. Le nouveau nom, inspiré par le principe républicain d'égalité, résonnait profondément dans la culture française, où la devise « Liberté, égalité, fraternité » était plus qu'un slogan, c'était une aspiration. Au cœur de cette transformation, Amélie s'était appuyée sur les leçons de sa mère et de sa grand-mère, Madame Awa Dubois.
Quelques jours après les funérailles, Awa l'avait invité dans son petit appartement de Belleville pour un dîner traditionnel sénégalais, un thiéboudienne parfumé, préparé avec soin. Assise autour de la table en bois usé, Awa avait partagé des histoires de sa propre jeunesse, lorsqu'elle cousait des robes pour les dames parisiennes tout en affrontant les regards méprisants. Il me disait que je n'avais pas ma place dans leur boutique chic, avait-elle raconté, ses yeux pétillants de malice. Mais je leur montrais, avec chaque point parfait, qu'ils avaient tort. Toi, Amélie, tu fais la même chose, mais à une échelle plus grande. Ces mots avaient renforcé la détermination d'Amélie. Elle avait créé le Fonds Élise Dubois, une bourse pour soutenir les jeunes issus de milieux défavorisés dans des carrières aéronautiques et technologiques. Les premiers bénéficiaires, dont plusieurs étaient déjà stagiaires chez Ciel Égal, apportaient une énergie nouvelle à l'entreprise. Mais la résistance n'avait pas disparu. Jacques Renaud, désormais persona non grata dans l'industrie, avait intenté une action en justice pour licenciement abusif, affirmant qu'il n'était qu'un bouc émissaire. Ses avocats avaient tenté de discréditer Amélie, suggérant qu'elle exagérait l'incident pour des raisons politiques. Pierre Moreau, le passager arrogant qui avait assisté à l'agression, avait initialement rejoint Renault dans une tentative de rachat hostile, espérant profiter du chaos pour reprendre Ailes d'Azur. Cependant, la pression publique et les preuves accablantes, notamment un enregistrement découvert par Sophie, où Renault discutait de saboter les réformes, avaient forcé Pierre à faire marche arrière. Lors d'un appel surprise à Amélie, il s'était excusé, sa voix inhabituellement humble. « J'ai vu ce qui s'est passé dans cet avion et je n'ai rien fait », avait-il admis. « Votre remarque sur la formation contre les préjugés m'a fait réfléchir. Mon entreprise a ses propres problèmes et je veux les corriger. » Amélie, bien que sceptique, avait accepté son offre de témoigner publiquement sur l'incident, renforçant la crédibilité de son récit. Claire Lefebvre, quant à elle, avait changé de stratégie après que sa défense initiale, se poser en victime des protocoles de l'entreprise, s'était effondrée face à la vidéo de Sophie. Confrontée à des accusations d'agression, elle avait accepté un accord, une excuse publique, 200 heures de travaux d'intérêt général et une participation à la création de modules de formation contre les préjugés pour Ciel Égal. Lors d'une conférence de presse à Paris, retransmise en direct, Claire, visiblement secouée, avait déclaré « J'ai agi sous l'influence d'un système qui m'a appris à juger les gens sur leur apparence. Je regrette profondément mes actions et je m'engage à apprendre de mes erreurs. » Amélie, observant depuis les coulisses, n'avait ressenti ni triomphe ni rancune. « Ce n'est pas à propos de Claire, » avait-elle dit à Valencia. « C'est à propos du système qui l'a formée à penser ainsi. » L'inauguration de Ciel Égal marqua un tournant. Les uniformes bleu horizon, conçus pour le confort et l'élégance sans distinction de genre, rompaient avec les tenues rigides et stéréotypées d'Ailes d'Azur. Les protocoles de service, autrefois biaisés, avaient été remplacés par des standards équitables, appliqués uniformément à tous les passagers. Les pratiques de recrutement et de promotion, jadis marquées par des critères discriminatoires, mettaient désormais l'accent sur la diversité des expériences et des perspectives. Sophie Nguyen, promue à la tête du conseil consultatif sur l'expérience client, avait joué un rôle clé dans la refonte des interactions avec les passagers, s'inspirant de sa propre expérience de marginalisation. Shannon Williams, l'hôtesse qui avait traité Amélie avec respect lors du vol retour, dirigeait désormais la formation des équipages, enseignant une approche centrée sur l'empathie et le professionnalisme. Après son discours, Amélie descendit du podium pour saluer les invités. Parmi eux se trouvait Julien Leclerc, le jeune steward qui avait partagé son témoignage lors des réunions avec les employés. « Madame Dubois, dit-il, un sourire timide aux lèvres, je voulais vous dire à quel point je suis fier de travailler pour Ciel Égal. Pour la première fois, je sens que mon travail a du sens, que nous servons vraiment tout le monde. » Amélie lui serra la main. « Merci, Julien. Ce sont des gens comme vous qui rendent ce changement possible. » Une autre voix l'interpella. Une femme d'une quarantaine d'années, accompagnée de sa fille adolescente. « Madame Dubois, ma fille veut devenir pilote un jour. Elle dit que vous êtes son modèle, pas pour votre richesse, mais pour ce que vous faites pour les autres. »
Amélie, émue, s'agenouilla pour parler à la jeune fille. « Suis tes rêves, ma chère, et n'oublie jamais, tu as ta place partout où tu choisis d'aller. » Plus tard dans la journée, Amélie monta à bord du vol inaugural de Ciel égal, de Paris à Marseille, assise dans le même siège 2A où elle avait été humiliée un an plus tôt. Cette fois, elle voyageait ouvertement en tant que propriétaire, vêtue d'un ensemble élégant mais simple, son pendentif scintillant sous la lumière de la cabine. Shannon Williams, qui avait insisté pour travailler sur ce vol symbolique, l'accueillit avec chaleur. « Bienvenue à bord, Madame Dubois. C'est un honneur de vous avoir avec nous. »« L'honneur est pour moi, Shannon, » répondit Amélie. « Vous avez montré ce qu'est un service véritable, et c'est cela que nous construisons maintenant. » Alors que les autres passagers embarquaient, plusieurs reconnurent Amélie grâce à la couverture médiatique. Une femme âgée, une ancienne passagère du vol fatidique, s'arrêta près de son siège. « J'étais là ce jour-là, » murmura-t-elle. « Ce que vous avez fait pour changer cette compagnie m'a inspiré à dénoncer des injustices dans mon propre quartier. Merci. » Alors que l'avion atteignait son altitude de croisière, Amélie regarda par le hublot, la Méditerranée scintillant au loin. Elle ouvrit son ordinateur pour examiner les premiers rapports de satisfaction client de Ciel égal. Les chiffres étaient prometteurs. Une augmentation de 15% des évaluations positives, une chute de 90% des plaintes liées à la discrimination et une hausse de la fidélité des employés. Les bourses Élise Dubois finançaient déjà des dizaines de jeunes talents, dont certains, comme une étudiante en aéronautique nommée Aïssata, apportaient des idées novatrices à l'entreprise. L'impact de Ciel égal allait au-delà de ses propres opérations. D'autres compagnies aériennes, sentant la pression du marché et des consommateurs, annonçaient des audits de leurs pratiques. Des organisations de défense des droits humains proposaient des partenariats pour établir des normes d'inclusion à l'échelle de l'industrie. Amélie toucha son pendentif, le visage souriant de sa mère apparaissant dans son esprit. « On l'a fait, maman, » murmura-t-elle. « On a transformé une blessure en espoir. » Ce qui avait commencé par un moment d'humiliation s'était mué en une révolution silencieuse. Ciel égal n'était pas seulement une compagnie aérienne, c'était un symbole de ce que la France pouvait être à son meilleur, un pays où l'égalité n'était pas un idéal abstrait, mais une réalité vécue. Dans la lumière douce de l'aube, alors que l'avion survolait les côtes méditerranéennes, Amélie sut que le véritable héritage de sa mère ne résidait pas dans les milliards ou les titres, mais dans la capacité à transformer un système brisé en quelque chose de juste, de durable et d'humain. L'histoire d'Amélie Dubois, dans sa lutte contre l'injustice et sa transformation d'aile d'azur en ciel égal, est bien plus qu'un simple récit d'une femme triomphant d'une humiliation publique. C'est une ode à la résilience, à la dignité et à l'engagement envers des valeurs fondamentales, profondément ancrées dans l'esprit français: l'égalité, la fraternité et la justice. En tant que Français, nous sommes souvent fiers de notre devise républicaine, mais cette histoire nous rappelle que ces idéaux ne vivent que si nous les défendons activement, dans nos actions quotidiennes comme dans les grandes décisions. Amélie incarne cette idée avec une grâce et une détermination qui résonnent dans la culture française, où l'élégance ne se mesure pas seulement à l'apparence, mais à la manière dont on agit face à l'adversité. Ce qui frappe dans cette histoire, c'est la manière dont Amélie transforme une douleur personnelle, la perte de sa mère et l'humiliation subie, en une force collective pour le changement. En France, où l'histoire est marquée par des figures comme Simone Veil ou Olympe de Gouges, qui ont défié les normes pour faire avancer la justice, Amélie s'inscrit dans cette tradition. Elle ne se contente pas de répondre à l'agression de Claire Lefebvre par une vengeance personnelle. Elle choisit de s'attaquer à un système entier, celui qui permet à des pratiques discriminatoires de prospérer sous le couvert de protocoles ou d'images de marque. Cette approche reflète une valeur française essentielle: la conviction que le changement véritable ne vient pas de punir les individus, mais de réformer les structures qui permettent l'injustice. En lisant cette histoire, j'ai ressenti une admiration profonde pour son courage, mais aussi un pincement au cœur. Combien de fois, dans nos propres vies, avons-nous été témoins d'injustice sans oser intervenir? Combien de fois avons-nous laissé des préjugés,
même inconscients, guider nos jugements. Une leçon clé de cette histoire est la puissance de la solidarité. Sophie Nguyen, en filmant l'incident, a montré qu'un simple geste peut avoir un impact monumental. Dans la culture française, où la communauté et la fraternité sont valorisées, son acte nous rappelle que nous avons tous un rôle à jouer dans la lutte contre l'injustice. Que ce soit dans un café parisien, un bureau à Lyon ou une salle de classe à Marseille, chacun de nous peut être un Sophie, prêt à documenter, à témoigner ou à soutenir ceux qui sont marginalisés. Cette solidarité est d'autant plus cruciale dans une société française moderne, où les débats sur l'identité, l'immigration et l'égalité sont souvent polarisés. L'histoire d'Amélie nous enseigne que la justice ne s'obtient pas en criant plus fort, mais en agissant avec détermination et en mobilisant les autres autour d'une cause commune. Un autre enseignement, profondément enraciné dans l'esprit français, est l'importance de la dignité face à l'adversité. Amélie, malgré l'agression et les regards méprisants, reste calme, mesurée, fidèle aux leçons de sa mère. Le succès est la meilleure revanche, mais la bienveillance préserve ton âme. Cette retenue, cette élégance morale, est une qualité que l'on admire en France, où l'on valorise ceux qui savent garder leur sang-froid tout en défendant leurs convictions. Elle ne répond pas à la violence par la violence, ni à la haine par la haine. Au lieu de cela, elle utilise son pouvoir, non pas pour détruire, mais pour construire. Cette approche m'a fait réfléchir à ma propre manière de réagir face au conflit. Trop souvent, nous cédons à la colère ou au désir de revanche, mais Amélie nous montre qu'une réponse mesurée, stratégique et axée sur le changement systémique est bien plus puissante. En appliquant ces leçons à notre vie quotidienne, nous pouvons tirer inspiration de l'histoire d'Amélie pour agir dans nos propres sphères d'influence. Dans un contexte français, cela peut signifier s'exprimer contre une remarque discriminatoire dans un dîner entre amis, signaler une injustice au travail ou soutenir des initiatives locales pour promouvoir l'inclusion. Par exemple, dans les écoles, nous pouvons encourager des programmes éducatifs qui sensibilisent à la diversité, reflétant l'engagement d'Amélie à travers le fonds Élise Dubois. Dans nos entreprises, nous pouvons exiger des politiques claires contre les discriminations, comme celles instaurées par Ciel Égal. Et dans nos interactions quotidiennes, nous pouvons pratiquer l'empathie, écouter ceux qui sont marginalisés et amplifier leur voix, comme Sophie l'a fait. Ces gestes, petits ou grands, s'inscrivent dans la tradition française de défendre l'égalité, tout en reconnaissant que ce combat demande du courage et de la persévérance. Enfin, l'histoire d'Amélie nous rappelle que le changement commence souvent par un moment de crise. La gifle qu'elle a reçue n'était pas seulement une attaque personnelle, mais un révélateur des failles d'un système. En France, où l'histoire est ponctuée de révolutions et de réformes nées de moments de rupture, cette idée résonne profondément. Nous pouvons transformer nos propres moments de crise, qu'il s'agisse d'une injustice au travail, d'un conflit familial ou d'un défi personnel, en opportunité pour créer un avenir meilleur. Comme Amélie, nous devons nous poser la question: comment puis-je utiliser ma position, aussi modeste soit-elle, pour faire une différence? Cette réflexion nous pousse à agir non pas pour la gloire, mais pour l'honneur de nos valeurs, un principe cher à la culture française. Si cette histoire d'Amélie Dubois vous a inspiré, si elle vous a fait réfléchir à la manière dont nous pouvons tous contribuer à un monde plus juste, alors agissez dès maintenant. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour montrer votre soutien à ce message de changement. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, vos collègues, tous ceux qui ont besoin d'entendre qu'une seule personne peut transformer une injustice en opportunité. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes qui célèbrent le courage et la dignité. Et dans les commentaires, partagez vos propres expériences. Avez-vous déjà été témoin d'une injustice et agi pour la corriger? Ou pensez-vous que les entreprises comme Ciel Égal peuvent vraiment changer la donne? Dites-nous ce que vous en pensez. Votre voix compte. Ensemble, continuons à bâtir un monde où la dignité est le droit de tous, comme Amélie l'a si magnifiquement démontré.